Bonjour à tous, merci Swissquote pour l'accueil. Le programme d'aujourd'hui, c'est prendre un peu de recul et de regarder les portefeuilles dans leur dimension un peu plus globale. L'idée, c'est pas de sortir de ma présentation avec des trade ideas. On est sur une version un peu plus holistique du portefeuille, une version un peu plus long terme. Le premier chart que je voulais vous partager, c'est celui de l'investisseur le plus malchanceux qu'on connaisse. Il s'appelle Jim, il est super malchanceux et dans les 40 dernières années, il a toujours investi à la veille d'un crash du marché. Il y en a eu 7 sur le graphe, et à chaque fois, la veille, il déploie ses dollars dans le marché. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il est quand même dans une meilleure position financière à la sortie de ces 30 années que s'il était resté investi en cash. Le message qu'on a sur cette slide va nous suivre pendant toute la présentation. Il est fondamental de garder un pied long terme dans le marché. Ça s'appelle le compounding of interest, les intérêts cumulés. Et il faut, l'aspect garder un pied dans le marché va être en filigrane de la présentation. Je vous l'ai montré en dollars, ça marche tout autant en francs suisses. Donc l'agenda pour les prochaines 40 minutes, on va d'abord parler un petit peu de coaching sur les biais comportementaux qui nous touchent tous en tant qu'investisseurs individuels. On parlera aussi d'allocation d'actifs, donc la poche globale du portefeuille, comment implémenter en faisant attention à la seule chose qu'on peut contrôler, c'est-à-dire les coûts, et on parlera, pour finir, du sujet préféré de Thomas, la diversification. Avant de commencer, si vous regardez l'image, est-ce que vous voyez un point plus gros que l'autre ? Est-ce qu'un point apparaît être de dimension supérieure ? Notre cerveau n'est pas toujours notre meilleur ami. En 2011, on a un psychologue américain qui s'appelle Daniel Kahneman qui a écrit un ouvrage que je recommande qui s'appelle « Thinking Fast and Slow ». On a un double système. Le système numéro 1, c'est celui du système rapide, c'est intuitif, c'est le système de survie. Si on voit un alligator, on court en sens inverse. Le système numéro 2, qui est plus élaboré, qui fait place à plus de délibération, il prend plus de temps. Le système numéro 1, c'est celui qui dirige notre quotidien. On ne se lève pas tous les matins en cherchant comment on lasse nos lacets. C'est quelque chose qu'on a acquis. Par contre, en finance, le système numéro 1, il amène à beaucoup d'illusions et ce n'est pas forcément notre meilleur ami pour la prise de décision. Donc évidemment, les deux cercles avaient la même taille. Il y a 5 grands traits de comportement qu'on retrouve dans les investisseurs individuels comme on est tous aujourd'hui dans la salle. 5 sont listés à l'écran, je me concentrerai sur les 3 que je trouve les plus dommageables pour l'investissement long terme. Toutes les slides, vous les aurez après et je les détaille. Ceux que je ne couvre pas, vous les aurez quand même dans les slides. Le premier, herding, c'est le biais de confirmation. Si on l'applique à la vie réelle, vous êtes au resto, vous êtes à saturation, on arrive au dessert, vous n'en voulez pas, vous n'aimez pas le sucré, mais on vous dit que la mousse au chocolat est excellente et tout le monde en commandant sauf vous. Vous faites quoi ? Vous finissez par la commander. C'est ce qu'on appelle aussi en acronyme financier FOMO, Fear of Missing Out. Donc ça, c'est la volonté de timer le marché, qui suit ça. C'est dévier de votre plan de base et c'est aussi courir derrière tout ce qui est un peu la chose hot du moment. Donc ça, un biais assez détrimental. Le suivant, la surconfiance. Alors je vais vous demander combien ici ont leur permis. On lève la main. Combien ici pensent être un meilleur conducteur que la moyenne ? Voilà. Quand on fait cette étude, on se rend compte que 96% des gens répondent penser être un meilleur conducteur. Ça en fait toujours 46% de trop. Donc, le biais de la surconfiance, ça amène à quoi ? Ça amène à surestimer ses capacités ou à penser qu'on a la fameuse boule de cristal. Donc, on va choisir des investissements un peu plus spéculatifs. On risque d'être un peu surconcentré sur ce qu'on aime et on va aussi se dire qu'on est meilleur à timer le marché. Petite réflexion sexiste, étant la seule intervenante féminine, 90% des day traders sont des hommes. Point suivant, l'aversion au risque. Elle est aussi extrêmement dangereuse. C'est notre instinct de survie dont on a parlé, mais c'est aussi le risque de sous-exposition. Qu'est-ce qu'on entend par aversion au risque ?
le jeu de la pièce. On vous dit pile c'est 100 $, face c'est moins 100 $. Qui d'entre vous va accepter de jouer ce pari-là? 50-50, très peu de gens. On dit souvent que le risque de perte est 2 fois plus douloureux que le gain d'une même taille. Donc ça, c'est psychologiquement compliqué pour nous en tant qu'humains de cristalliser une perte. Donc, 3 biais et qui en ressortent. Le fait qu'on n'aime pas les pertes, on va pouvoir réagir de façon trop rapide parfois dans les événements de correction de marché. On va aussi rester trop longtemps dans des positions de perte parce qu'on ne veut pas cristalliser cette perte et la réaliser. Et aussi, on risque de ne pas être assez investi dans le marché. Et donc là, pour contrebalancer, c'est un trait de comportement qu'on trouve beaucoup plus souvent chez mesdames. Il faut être égalitaire. Donc, une fois qu'on est équipé de ces biais, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, il faut essayer de les intégrer et d'y faire attention lorsque on investit. La chance que j'ai aujourd'hui, je travaille pour une maison qui est présente dans 50 millions de foyers d'Américains, un peu comme Swissquote, ils investissent directement sur des plateformes Vanguard. Donc on a accès à énormément de points de data, on a énormément de comptes clients qu'on peut étudier. Et sur une durée de temps assez longue, c'est-à-dire 5 ans jusqu'à 2012, on a étudié 60 000 comptes clients qu'ils géraient eux-mêmes. Le fait qu'ils touchent trop leur portefeuille a pu leur coûter entre 100 et 150 points de base, donc entre 1 et 1,5% par année. Donc, premier point, ne pas trop traiter. Du coup, je ne sais pas si Swissquote me réinvitera. Deuxième point, on peut choisir une bonne stratégie. On peut se dire, je veux être investisseur dans le segment des grosses capitalisations, croissance, ou alors dans les small caps. Très bien, on fait le bon choix. La question, c'est le fonds dans lequel on va vouloir investir, est-ce qu'il va nous équiper de la bonne façon? Est-ce qu'on va bien timer ce choix-là? Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en ayant fait les bons choix, les investisseurs sont parfois lésés par rapport au segment qu'ils ont choisi. Là, je vais faire référence à une étude externe de Morningstar qui s'appelle Mind the Gap, probablement en référence au métro londonien. Ils ont étudié un fonds que vous connaissez tous, qui est ARK, le fonds de Katie Wood. Sur la période 2014 à août 2024, on parle de 10 années calendaires. Combien a fait le fonds, à peu près? Donnez-moi un chiffre. 150. Alors, 10% annualisé, on n'était pas loin. Mais vu qu'on était annualisé, on était là. Donc, 9,7%. Et après, ils ont identifié les retours en performance pour les clients qui ont investi dans le fonds, en pondérant les entrées et les sorties, en analysant tout l'argent qui est rentré dans le fonds. Combien l'investisseur final, lui, a-t-il récupéré en année calendaire annualisée sur 10 ans? Moins 17. Moins 17, ça fait un gros écart. Et pourquoi? Parce qu'on a tendance à acheter quand c'est chaud et à vendre quand c'est froid. Donc, on prend les revers de médaille. Le point suivant, c'est regarder sur les 5 dernières années comment s'est comporté le marché sur les points de performance quotidienne. On voit que c'est un marché qui a été, on le sait, haussier, relativement contraint entre 2 bandes, celle du plus 3, celle du moins 3. Il y a 2% de chance de taper le plus 3 ou le moins 3 sur la période. Par contre, quand on les tape, il y a 80% de chance que cet événement se reproduise dans les 30 jours qui suivent. Ce qui veut dire quoi? Si on sort du marché de façon très radicale, lorsqu'il y a un rebond, on le rate. C'est un phénomène qu'on appelle whiplash, aussi bien connu sous le coup du lapin. Ça, c'était à 5 ans, et si on fait ça à échelle de 45 ans, notre marché il fait x45 sur la période, mais les événements ont exactement la même probabilité de se produire et de se reproduire. Et si on revient aux 60 000 comptes de clients qu'on a pu étudier aux États-Unis, d'après vous, qui étaient les clients qui avaient la meilleure performance sur une échelle de temps aussi longue? Ceux qui étaient morts. Donc voilà, ça vous dit un petit peu comment réfléchir à la friction dans le marché et aux allers-retours. Ça, c'est une slide qu'on utilise probablement plus pour le marché britannique et le marché américain. C'est quand on a une vision court terme, ne pas négliger l'importance de l'épargne, car elle rémunère. Évidemment, on est en Suisse, donc pour nous, c'est moins le cas.
Quand on se pose la question d'un portefeuille long terme, combien d'entre vous réfléchissent en allocation d'actifs? Actions, obligations, potentiellement crypto, marché privé. Et pour vous, la performance de votre portefeuille, à travers le temps, elle est expliquée par quoi? La sélection d'actions, l'aspect market timing, ou justement cette asset allocation, allocation d'actifs. Avec combien comme pondération? C'est kiff-kiff, 50-50. Bon, on a un journaliste, donc il avait la réponse. 80-20, effectivement. L'important est quand même, en tant qu'investisseur, tôt ou tard, de définir un plan d'investissement avec au cœur de ce plan une allocation d'actifs. Alors ce chart, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre en quoi une allocation d'actifs sur l'échelle de 25 ans va déterminer la répartition de votre rendement et vos hausses et vos drawdowns. Si on est un petit peu chauvin et qu'on prend la couleur de Swissquote, on va se positionner sur le portefeuille 40-60, c'est-à-dire 40% obligataire, 20% actions. On voit que sur les 25 dernières années, ce portefeuille aurait annualisé 6%, avec une hausse maximale annuelle connue à 20% et un drawdown à 23%. Réfléchir sur ce graphe vous permet, en fonction de vos objectifs de rendement ou votre tolérance au risque, de choisir un mix pour construire votre portefeuille. Une fois qu'on réfléchit à ces briques, on regarde les 10 dernières années et on se dit avec quelle chance je vais réussir à connaître le meilleur segment pour l'année prochaine. On voit les North American Equities en bleu cyan, 2021, 2020, 2023, 2024, marché américain. Évidemment, 2025, en francs-suisse, on a énormément perdu à cause du taux de change, donc ça tombe des League Tables en 6e position. Si on est le 31 décembre, on est le soir du réveillon et vous faites un pari avec vos amis et vous dites « je vais avoir l'enchaînement des 10 dans le bon ordre ». Ben, je vous confirme, il y a une chance sur 3,6 millions d'avoir juste. C'est un peu comme jouer au loto. Donc le point là, c'était la diversification sur les géographies, sur les secteurs et sur les classes d'actifs vous permet de lisser cette incertitude. Et un tout petit mot sur le thématique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le taux de survie de fonds à thème à échéance 3, 5, 10 et 15 ans. On voit que les fonds sont fermés ou ont sous-performé de façon dramatique à 3 ans, et puis à 5 ans, il en reste 15%. Donc le message là est, si on ne sait pas timer le point d'entrée, le point de sortie, si on risque une surconcentration, on évite la thématique et on reste diversifié, parce que la diversification va permettre de capturer tous les thèmes. Maintenant, le point qu'on contrôle, celui qui nous rassure, c'est le point des coûts. Sur un portefeuille qui aurait généré 6% annualisé sur les 20 ans, si on lui enlève aucun frais, on récupère 300 000 $. Si on lui enlève 1%, 250, et si on enlève 2%, 210. C'est hyper intuitif. Tout ce qui finit dans votre poche, c'est ce qui n'est pas prélevé en termes de frais. Si on voit ça d'une autre façon, on voit ça du point de vue de l'investisseur ou de l'investisseur et ses conseillers. Ça, c'est une slide de données absolument américaines. Dans les 15 dernières années, on voit que les fonds qui collectent le plus sont les fonds qui font partie du quartile, donc les 25% les moins onéreux, parce que les conseillers ont bien verbalisé, vulgarisé à leurs clients l'importance des coûts comme chose qu'on peut contrôler en amont et qui permet de capturer la plus large partie de la performance. Et il y a aussi une relation logique entre la performance du fonds et les coûts qui sont prélevés en amont. Les points rouges sont les fonds passifs, les points bleu cyan sont les fonds actifs, mais quel que soit le type de gestion, on remarque que les fonds les moins chers, donc le plus proche de l'axe vertical, sont ceux qui performent le mieux. On voit que toutes les lignes sont descendantes. Donc il y a une vraie relation logique entre les frais qui vous sont prélevés et la performance dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc finalement, 3 messages qu'on peut partager à ce moment de la présentation.
Si on regarde le marché boursier depuis 1972, là, on a 8 bear markets. Tout à l'heure, on démarrait plus tard, on en avait 7. Cette fois, on en a 8. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché rebondit, continue sa course et fait des nouveaux plus hauts. Si on prend 88, mon année de naissance, c'est pour ça que j'ai choisi le point de départ, à maintenant, on se rend compte de quoi? On annualise quasiment 10%. Ce que le graphe montre, c'est que ce qui est important, c'est de bénéficier de cette résilience du marché, de bénéficier de cet effet de compounding des interests, donc les intérêts cumulés, et d'avoir une exposition long terme dans le marché. Si on réfléchit d'une autre façon, ce qu'on aime à dire chez Vanguard, et c'est une expression communément admise, c'est « time in the market » et « not timing the market ». Si on prend les quasiment 25 dernières années et qu'on participe à tous les jours. Je m'excuse, la slide est en pounds, mais ça ne change pas du tout la logique de réflexion. Si on reste investi pendant toutes ces journées-là, on retire 520 000 pounds de performance. Si on rate, parce qu'on s'est retiré, les 5 meilleures journées, c'est 26% de performance qu'on oublie. Si on rate les 10 meilleures journées, on est à 43% de performance qu'on ne capture pas. Et si on pense qu'on est très très bon, mais qu'on va rater les 10 meilleurs, mais aussi les 10 pires, on va seulement générer 8% de performance supplémentaire. La question, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que là, ça supposait qu'on ait raison sur les 10 pires journées. Donc voilà, quand on voit ça, pour moi, le message de la slide est assez éloquent, c'est on reste investi. Et ça, c'est le cas d'école, c'est le cas Covid. Donc, on l'a quasiment tous vécu. Pour certains, c'est le moment auquel on s'est même mis à investir dans les marchés, parce qu'on avait du temps, on était coincés à la maison. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé en mars 2020. En mars 2020, énorme crash. OK. Il y a des clients qui n'ont pas touché le portefeuille. Dans les 60 000 comptes américains, c'est 95% des clients qui n'ont rien touché. Évidemment, c'est des clients Vanguard et qu'on leur répète depuis des années « stay the course, stay the course, stay the course ». Au bout d'un moment, ça tient. Donc ces gens-là, quand on arrive en fin d'année calendaire en 2023, 37% de performance. Ceux qui ont eu l'idée de sortir, à mi-course, mi-chemin, donc on était en février, et qui ont réinvesti en juillet, 30%. C'est toujours défendable. Ceux qui ont attendu le pire moment, donc ils sont sortis au bottom, au point le plus bas, c'est-à-dire fin mars, ils sont re-rentrés comme les autres en juillet 2020, 15%. Ils ont raté 22%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coup de la panique. Et pour en venir à la diversification. Finalement, c'était le fil conducteur, mais un tout petit peu plus en détail. On va regarder la diversification sous la lumière du marché action, parce que c'est le marché qu'en général, vous traitez le plus. Vous reconnaissez plein de ces petits logos. Qu'est-ce qu'on a à l'écran? On a les 7 plus grosses capitalisations boursières sur 4 points. 2000, 2010, 2020, 2025. Premier point, qu'est-ce qu'on remarque? La seule société qui fait partie des 4 périodes, Microsoft. Si on se rappelle, certains d'entre vous, en 2000, Apple était à 2 doigts de la faillite. Aujourd'hui, c'est la 2e plus grosse capitalisation mondiale. Et puis, on a vu la percée de Nvidia, seulement présent en 2025, qui était introduit en bourse en 1999. Donc, ce que ce chart tend à vous montrer, c'est que la logique de se dire qu'on achète des blue chips, on achète les plus grosses capitalisations, ne sera pas forcément une stratégie de succès long terme. Il y a un fort dynamisme au niveau de ce tableau qui est illustré. Les 7-10 plus grosses sociétés ne sont pas constantes dans le temps. Et on parle en ce moment énormément de concentration du marché action. C'est devenu un énorme tabou. Si on le regarde à la lumière de l'histoire, donc en ayant 100 ans d'historique sur le marché américain, au final, c'est pas tant une anomalie que ça, c'est à peu près plutôt la norme de se dire que les 10 stocks les plus conséquents du marché américain
représentent, selon l'indice, 30 ou 40%. Et maintenant, repensons à la diversification, mais cette fois géographique. On parle des Américains, 35, 41, selon si on est sur le S&P ou sur le Total Market, le CRSP. Et si on prend la Suisse, aux couleurs de Swissquote, 66%. Si vous êtes investisseur suisse, vous avez 2 pharma, une bancaire. Bon, j'ai aussi la casquette française. Si on investit en France, 54%. 2 valeurs du luxe, une bancaire. Donc la concentration est un phénomène international qui peut être lissé justement par un investissement géographiquement diversifié. Bissem Binder. Qui est Bissem Binder? Bissem Binder est un professeur à l'université d'Arizona State et sa passion, c'est les actions. Et il les a étudiées sur des périodes extrêmement longues. Aux États-Unis, on a quasiment 100 ans d'historique, 97, 96. Et il regarde la performance des actions comparée aux bons du Trésor américain, ce qui est l'équivalent d'un investissement, disons, de haute qualité dans la poche obligataire pour un investisseur. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que sur un marché qui, sur cette période-là, pas un point donné, mais comptait 29 000 actions. S'il y a des actions qui meurent, d'autres qui sont délistées, qui sont rachetées, qui fusionnent, etc. Sur ces 29 000 actions américaines, à échéance quasi un siècle, seulement 72% des sociétés ont généré à elles seules la moitié de la création de valeur boursière. La question, c'est qui est capable de choisir ces 72 sociétés et d'avoir les bonnes? Autrement dit, si on prend ça d'un autre aspect, seulement 3,5% des actions ont superformé les bons du Trésor américain. Ou alors, négativement, 60% des actions ont eu un rendement inférieur à ceux des T-bills américains. Ça, au final, ça vous redonne les mêmes pourcentages. On a 42 sociétés responsables de 40% de la valeur de création boursière. Et là, on les met à l'écran. Qu'est-ce qu'on voit? On voit peu de tech, finalement, à l'échéance d'un siècle. On voit, je ne vais pas vous dire que fumer est bon pour la santé, mais on voit Philip Morris là-haut, finalement. Si on avait investi $1 il y a un siècle, on aurait 2,6 millions de dollars. Bon, c'est quand même pas bon pour la santé. On voit aussi, en termes de ESG, qu'on a du ExxonMobil. Voilà. Donc, des sociétés dont vous reconnaissez les logos, qui participent à la vie de tous les jours, et pas forcément un énorme biais tech. Cette slide, elle est assez affreuse, mais vous l'aurez dans le pack pour vous la décortiquer assez rapidement. Je vous ai donné ça sur une période de 97 ans. Et vous allez me dire, bah oui, mais dans l'univers d'aujourd'hui, en 2025, est-ce que ça tient? La réponse est oui, ça tient. Il y a un vrai effet Bissem Binder, comme le nom du professeur, en 2025. On a un marché américain, on a pris le S&P 500 par facilité, qui retourne 18%. Le stock moyen a généré 13,5. Grosse nuance, le stock médian, 8,7. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que 70% des constituants ont sous-performé la performance moyenne. Et ce qui est tiré par une très 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 longue queue, donc une asymétrie positive de super gros winners. On voit Google, 66%, Palantir, 135, etc. Donc on voit qu'il y a une contribution disproportionnée de quelques petits winners. Et du coup, le risque, si on n'est pas diversifié, c'est quoi? C'est de rater ces winners. Alors, ce qu'il a aussi fait, à la Britney Spears, he did it again, il a réfléchi à l'échelle globale. Donc sur une période un peu plus courte, 30 ans d'historique, mais le mérite a une vision mondiale. Les résultats sont les mêmes. On a 160 compagnies, donc cette fois, on est sur un univers de 65 000 actions. Voilà, 64 000. On a 160 sociétés qui sont responsables de la moitié de la création de richesse boursière. C'est 2,5% d'actions, alors que 67 ne vont pas générer un rendement qui bat le Treasury Bills. Donc les conséquences sont les mêmes. Et là, est-ce qu'on reconnaît des choses?
on reconnaît. Il y a un peu plus de tech. On est dans les 30 dernières années, la fenêtre s'est raccourcie. Qu'est-ce qu'on voit? Petite fierté suisse, on a vu Nestlé et on a vu Roche. Pays de moins de 10 millions d'habitants, deux stocks. Si on est français, si on est allemand, si on est italien, si on est espagnol, on n'a pas un seul leader national sur ce slide. Ce qui amène un point important, celui du risque qu'on appelle le domestic bias ou le home bias, préférer les sociétés nationales. Grand risque, dans les 30 dernières années, si on était natif de l'Europe de l'Ouest, on n'en met pas une seule sur la slide. On remarque donc là qu'on a de la tech, mais on regarde aussi qu'on a des marchés émergents. Quand on investit de façon globale, il est aussi important d'avoir les marchés émergents dans notre allocation, ce qu'on retrouve dans un FTSE All World. On a Tencent, on a Samsung, on a TSMC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mutai. Mutai, c'est quelque chose qui produit des alcools en Chine. Pardon, je cherche le terme. Une brasserie. Donc voilà, on a de la Corée du Sud, on a de la Chine, d'où l'importance d'intégrer les marchés émergents. Et Alibaba, pardon. On revient sur la même slide, dans la même conception, sur un outil global, donc le FTSE All World. La performance en 2025, 7,5, le stock médian, 3,2. On retrouve Palantir dans les winners. Ça, c'était avec une conception très internationale. Et si on se met dans un spectre un peu suisse, on est chez Swissquote, parlons d'eux. Introduction en bourse il y a une vingtaine d'années, 6300% l'action. Donc si vous aviez piqué ce winner, vous étiez chanceux, vous aviez le bon stock. On avait un géant bancaire à côté, ça s'appelait Crédit Suisse. Incinération financière pour les investisseurs, 98% de destruction de richesse entre le point haut et le point bas. Si on avait les deux, ça se compensait. Parce que finalement, ce qu'on peut perdre le plus avec une action, c'est 100%. L'asymétrie positive, c'est que le gain peut être un multiple. À nouveau, 100 francs investis à l'introduction en bourse dans Swissquote, vous seriez à 6 500 francs équivalent aujourd'hui. Mais qui peut prédire ça? Très peu. Avec l'information qu'on a en tant qu'investisseur individuel, c'est une tâche extrêmement difficile que de prédire ça. Donc la conclusion, c'est quand même que la diversification a ce bénéfice de vous permettre d'être exposé à toutes les actions de l'univers. Et la beauté d'un marché action, quand on prend une pondération par capitalisation, c'est que les winners étant souvent des large caps, c'est celles qui vont tirer vos indices également. Et finalement, le mot de Jack Bogle, qui a été le créateur de Vanguard il y a 50 années de ça, en 1975, il a résumé ça de cette façon basique mais imagée, qui était « Ne cherchez pas une aiguille dans une botte de foin, achetez tout simplement la botte de foin ». Voilà. T'as plein de temps pour les questions, c'est bien. Alors, moi, je vais commencer par ouvrir la question. J'ai une question qui me travaille depuis un moment. Comment tu te positionnes par rapport à ce qui se passe sur SpaceX en ce moment? Avec le fait qu'on est en train... Ah, elle t'a fait plaisir, celle-là, non? Ouais, j'avais dit pas de question piège. C'est pas une question piège. On parle tous les jours. Non, mais je reviens sur le fait que, en dehors du fait que c'est survalorisé, machin, on va pas rentrer dans les détails, mais sur le fait que, comment est-ce que tu expliques aujourd'hui, dans le sens de la diversification des indices américains, qu'on puisse laisser rentrer une société comme ça après 2 semaines de trading alors qu'elle perd de l'argent à l'intérieur d'un des plus gros indices traités dans le monde? Alors, si, pour répondre de façon politiquement correcte et adaptée à la vision de mon employeur... admettons qu'il n'écoute pas. Admettons que vu que je parle en français, je passe à travers les gouttes, les mailles du filet. La difficulté que l'on a connue avec... Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que fait Vanguard? Vanguard, c'est une maison qui est leader dans la gestion indicielle, c'est-à-dire la gestion passive. Donc, l'essentiel de notre métier, à 80%, c'est de suivre des indices, de répliquer ces indices pour vous donner des outils qui vous permettent d'investir de façon diversifiée dans ces fameux indices. Aujourd'hui, et dans les 6 derniers mois, il y a eu énormément de consultations avec les maisons d'indices. Et tous n'ont pas eu la même réaction
C'est-à-dire, entre guillemets, tous n'ont pas baissé la culotte devant SpaceX en leur disant finalement, vous n'allez pas prendre 12 mois, vous allez intégrer en 2 semaines. Pas tous. Baisser la culotte, c'est politiquement correct. Ça. Ouais, bon, j'avais pas d'autre image, Thomas. Donc, juste fixer les limites, c'est ça important. Donc, donc, toutes les maisons n'ont pas réagi de la même façon. Certains ont promis une intégration très rapide, donc 2 semaines. D'autres restent sur les termes usuels qui sont très souvent 12 mois de trading, une année calendaire entière. Et donc là, va se poser la question de la dispersion dans les performances. Parce que finalement, un indice qu'il aura intégré a un poids probablement démesuré. On prend un Nasdaq, je pense qu'on parle d'une dizaine de % dès l'intégration. Forcément, il va y avoir une tracking error, un différentiel de performance ultra conséquent. Donc c'est aussi un risque politique, financier que prennent les différentes maisons d'indices. Mais on peut appeler ça un hold-up boursier. Je pense que c'est toi qui as utilisé cette métaphore. J'ai dit magouille. Ah, magouille. Moi, je dirais hold-up. Bon, c'est la traduction, je crois, sur ce phénomène-là. Voilà. OK. Je ne vais pas poser toutes mes questions maintenant, mais je te demande si vous avez, vous, des questions. C'est le but du jeu. Et là, vous avez plein de temps maintenant, donc voilà. Oui. Attends. Alors, juste 2 choses. Petite règle. Vous attendez d'avoir un micro pour répondre aux questions, parce que sinon, personne ne vous entend. Alors, je commence par toi, après tu passeras le micro à monsieur, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci pour votre exposé. J'ai une remarque là sur le Besson-Binder Global Study, où dessus on a Nestlé. Alors, en présence de Thomas, on voit que c'était jusqu'à décembre 2020. Est-ce que Nestlé serait toujours dans les Besson-Binder Global Study? C'est ce qu'on appelle the eye of the tiger. Il a trouvé la société qui a décroché. Effectivement, ça s'arrête à décembre 2020. Nestlé n'a pas été un ultra bon performeur sur les derniers 12 mois calendaires. Donc, c'est aussi un tableau qui peut être relatif. Bon, on peut considérer que sur 90%, ça fonctionne, mais il y a toujours une marge d'erreur. C'est ça, un peu. Alors, moi, à l'inverse, pour moi, ce qui veut dire, c'est que la probabilité qu'on ait les 25 winners est ultra faible. Alors là, je n'ai pas la statistique sur 1 sur 3,6 millions, mais qu'on soit suffisamment skilled, équipé pour trouver les 25, pour moi, c'est faible. Donc le principe derrière ça, que Roche rentre ou sorte, si on est diversifié sur les actions globales, on participera au succès du marché collectivement et on ne sera pas dépendant de justement une contre-performance court terme d'une société. D'accord. Moi, ma question maintenant, c'est sur les fonds thématiques que vous nous avez montrés. Là, ça m'a un peu surpris de la part de Vanguard. Ouais, si on peut avoir le... Oui, je fais marche arrière. Ouais. Parce qu'au fond, en attendant que le graphique arrive, ça donne à penser que c'est une stupidité d'investir dans du thématique. Alors, jamais on dira à un investisseur qu'il est stupide. Vous ne direz jamais ça, mais c'est ce que montre en gros ce graphique. Alors, ça veut dire qu'on a peu de chances de réussir en faisant du thématique, c'est un peu une aberration. Alors que l'industrie... adore vous en vendre. Adore, voilà, nous les fourguer. Exactement, et surtout, on vous les vend cher parce qu'ils demandent plus de travail. Je tiens à dire que ce n'est pas une étude Vanguard, justement, pour ma neutralité, pour pas qu'elle soit attaquée, c'est une étude Morningstar, déjà. Même si forcément, c'est en ligne avec la vision de la maison. Je pense qu'il y a plusieurs points derrière. Le premier point, c'est le timing. On a parlé du timing d'entrée. Alors, évidemment, le choix de la thématique, avoir le bon choix. Après, on a timing d'entrée, timing de sortie. C'est c'est fondamental de savoir timer sa sortie. Ça peut être très coûteux de rester. Et le dernier point, c'est la friction des coûts aussi quand on rentre dans du thématique. Donc, ce que ça montre, à nouveau, diversification. On capture tous les thèmes et on évite de partir sur une stratégie qui a probablement une durée de vie boursière limitée, un outil vendu de façon chère. Voilà. Monsieur qui a... Vous avez mentionné d'éviter le home bias. Oui. Ça veut dire donc que pour un investisseur basé en Suisse, il faut viser 70% d'actions américaines, ou il faut quand même essayer d'avoir un poids vers sa propre devise de référence? Je prendrais aussi la vision de Thomas là-dessus. Je dirais qu'il y a deux aspects dans cette question. D'abord, il y a un aspect domestique, mais aussi un aspect monétaire.
il y a les deux. On a vu qu'en Suisse, on était chanceux. On a quand même 2 sociétés parmi les 25, dont une est tombée. Le pourcentage exact, pour moi, c'est plutôt un pourcentage qui est en lien avec le poids économique ou les capitalisations boursières. Donc je pense qu'un 70% aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un peu surévalué. On peut être à 50-60. La plage du marché suisse, on parle de pourcentage en single digit. On est évidemment sous les 5%. Là où il est important, dans les dernières années, de réfléchir avec la monnaie, c'est qu'on voit que le marché américain a pu faire 18 ou une vingtaine de pourcents l'an dernier. Si on avait moins 15% de taux de change en face, il nous restait 3% lorsqu'on était exposé au marché américain. Donc là, je savonne ma propre planche parce que je n'ai pas, en tant que Vanguard, d'outils avec une couverture de change dans le marché. Mais en tant qu'investisseur individuel, je pense intellectuellement honnête de conseiller de regarder des produits globaux avec couverture de change, donc avec protection de cette fluctuation du taux de change qui peuvent être offerts par des compétiteurs sur le long terme. Et le dernier point, c'est que si on est investisseur en francs suisses, on a par contre la chance, et c'était un des thèmes que Thomas voulait que j'aborde, mais je m'étais dit que j'aurais pas le temps, c'est la génération de rendement via la poche action. Parce que quand on pense rendement, on pense obligation généralement, mais les actions aujourd'hui, les actions à dividendes, génèrent un rendement. Et le marché suisse est l'un des plus hauts payeurs de dividendes au niveau européen. Donc ce n'est pas négligeable si on veut jouer l'appréciation de l'action, mais aussi la génération d'income, de rendement, via le marché domestique. Taxable. Je ne ferai pas de conseil fiscal en revanche. Ça, on n'a pas le droit. Non, je vais juste rebondir là-dessus. Je suis entièrement d'accord sur le fait. Juste par rapport à cette question-là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'effectivement, la poche américaine est toujours très importante, et j'ai envie de dire nécessaire, mais il faut aussi bien la comprendre et bien l'appréhender en termes de risque. Les fluctuations du marché américain ne sont pas les mêmes que celles du marché suisse. Il ne faut pas oublier non plus, nous, en tant que banquiers, entre guillemets, il y a le côté où il ne faut pas oublier non plus la perception du client. Vous avez des clients qui ne sont pas à l'aise avec certains marchés pour des raisons personnelles ou simplement qui n'ont pas vraiment de la connexion avec ce marché-là. Donc ça, il ne faut pas non plus le négliger, il faut aussi se sentir confortable. Moi, ce que je revendique toujours avec mes clients, c'est aussi qu'ils se ressentent confortables avec ce qu'ils ont en position et pas qu'ils se retrouvent avec des choses complètement aberrantes dans le portefeuille qui ne correspondent pas du tout à leurs besoins. Et là-dessus, j'aimerais juste poser une anecdote que j'ai vécue où je me suis retrouvé devant un banquier avec ma belle-mère, enfin une de mes belles-mères. J'allais dire quel numéro. La deuxième. La première, non, c'est pas la première. Bref, anyway, donc je me suis retrouvé devant un banquier et c'est une personne qui voyageait très peu, qui bougeait entre la Suisse, la France et l'Italie, pour faire simple. Et elle avait un portefeuille qui était exposé à 60% sur la Chine, à 20% sur le Japon, avec du yen et du yuan dedans. Et quand je demande au banquier, je lui dis, mais pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a de la performance. On parle d'une époque qui était passée, mais je veux dire, c'était incroyable, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de KYC, on ne se posait pas du tout la question par rapport au confort de la cliente, qui ne comprenait absolument rien de ce qu'elle avait dans son portefeuille. Donc la diversification, c'est parfaitement juste, et j'ai beaucoup aimé ta présentation, j'en profite pour le dire, mais ce qu'il y a derrière aussi, c'est qu'il faut bien aussi comprendre comment vous êtes positionné, comment vous êtes à l'aise avec cette diversification monétaire et ce risque pays qui peut être des fois un peu différent. Et d'ailleurs, on parle du marché américain parce que c'est celui qu'on connaît depuis 3 décennies, qui est le marché de plus grosse capitalisation boursière. Mais certains dans la salle ont traité dans les années 90. Et dans les années 90, il ne faut pas oublier que c'était le Japon qui était le premier marché de capitalisation boursière au monde. Les choses ont bien changé. Quoique le Japon redevient très populaire en ce moment, mais bon, on en reparlera. Question ailleurs. Encore question là-bas. Vous avez un micro ? Non. En attendant... Ouais. Oui, on va prendre en haut du coup. Pardon, du coup j'ai un micro. Je vous oublie pas. Non, juste une question sur la diversification par rapport au portefeuille traditionnel obligataire action. Il semble que la corrélation de ces deux classes d'actifs est de plus en plus grande. Donc, comment voyez-vous à l'avenir ? Est-ce que ça reste une bonne diversification que d'avoir des obligations, des actions, ou bien faut-il chercher d'autres actifs pour la diversification ?
Je pense qu'on peut repartir sur 45 minutes de débat. C'est difficile de fournir une réponse très claire. Ça sera un peu la zone grise sur ce que je vais vous fournir comme élément de réponse. Je pense que oui, le paradigme de marché actuel change, mais il y a quand même des fondamentaux qui demeurent, et c'est de réfléchir à une poche obligation qui sert de coussin, qui sert de poche protectrice, qui sert de poche génératrice de rendement, et une poche action dans laquelle on va chercher une performance certes plus volatile, mais aussi supérieure. Le point sur la plus grande corrélation entre ces deux poches, oui, ça a été vu dans les dernières années. Je pense être correcte en disant qu'il y a quand même une corrélation inverse qui est revenue. Là, on parlera aussi d'importance de la diversification internationale, aussi dans la poche obligataire. Si on a un investisseur en francs suisses aujourd'hui, les rendements ont fondu comme neige au soleil, pour être sur une métaphore locale. Donc, il va falloir aller en chercher aussi un peu plus à l'étranger. Et là, par contre, la couverture de change, la couverture monétaire sera fondamentale pour quand même lisser le côté protection de cette classe d'actifs-là. Donc, pour moi, oui, ça fait du sens de les avoir en portefeuille. Après, aller chercher dans les liquides, dans la crypto, je laisse d'autres experts argumenter pour ces poches. Ils arrivent d'ailleurs, ils arrivent. Je les ai vus, son point. Madame? Merci. Peut-être je vais répéter moi-même. N'y a-t-il pas une contradiction entre les conclusions de Bassan-Beider et recommandations de diversifier largement son portefeuille? Alors, c'est très intéressant comme question parce que ça a été effectivement utilisé par une maison de gestion active que Vanguard respecte énormément, qui est une maison écossaise qui s'appelle Baillie Gifford et qui a publié, vous trouverez ce rapport sur Internet, qui s'appelle Lessons from Bassan-Beider, où on peut faire le cas de l'injection active en tant que professionnel. Je pense qu'à l'inverse, l'essentiel de l'étude tend à montrer qu'il est extrêmement difficile d'avoir les winners, de se débarrasser des losers, d'être juste des deux côtés et d'être juste année calendaire après année calendaire. J'ai une question qui est arrivée sur l'écran qui vient de YouTube, pas qu'on les oublie. Que pensez-vous des portefeuilles principalement sectoriels et comment prévoir la rotation vers un autre secteur ? Je tiens à dire que la finance, ce n'est pas une science exacte non plus, mais... Je pense que la conclusion est à peu près la même, qu'on parle de secteur, qu'on parle de taille de capitalisation boursière, petite, moyenne, grosse société, et qu'on parle de géographie. Avoir un temps T et un temps T plus 1, puis T plus 2, plus T plus 3, la vision exacte de quel secteur ou quelle géographie va surperformer, est extrêmement complexe. Après, tout dépend aussi le temps qu'on a. Ce que je dis souvent, c'est que je donne une clé de lecture pour quelqu'un qui fait ça en tant que loisir, en tant qu'activité secondaire ou tertiaire. Si on a tout le temps de faire de la recherche, ça en a encore d'autres conclusions qui s'imposent. Mais, réponse rapide, qu'on parle de géographie, qu'on parle de secteur, qu'on parle de taille de capi, il est très compliqué de prévoir les rotations, il est très compliqué de les timer, il est aussi très compliqué de les trader. Donc, pour moi, la réponse tient. Okay. Et toi ? Non, moi, je vais peut-être en dire en termes de conclusion, puisque on arrive au bout. Je crois que moi, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, la diversification, et surtout dans ce qu'on vit en ce moment. C'est assez important de bien comprendre qu'il y a effectivement la diversification via des produits, des indices larges, des structures de portefeuille, c'est important. Mais c'est aussi important, et souvent, je pense qu'on ne le stresse pas assez, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'avoir 3 titres en portefeuille, c'est de la diversification. En fait, ce n'est pas de la diversification. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai un ETF Nasdaq, j'ai un ETF sur le SOX et j'ai du Nvidia, donc je suis diversifié. Non, c'est pas exactement ça. En fait, c'est juste une question de comment on se positionne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger certaines choses. Et c'est vrai que, surtout dans cet environnement où on est méga bullish en ce moment,
J'y reviendrai après, mais moi, je me fais déglinguer tous les jours sur les marchés financiers parce que je suis pas assez positif. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il ne faut pas oublier non plus que quand ça cartonne, il y a beaucoup de gens qui veulent absolument être dans les winners et c'est là où le danger commence à se présenter à nous. Manon, merci beaucoup. Tu étais la seule intervenante féminine, bravo. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.